Voilà, donc on va parler de l'Assemblée générale de l'ONU et le Sud global. Je vous le disais, un poids géopolitique renforcé dans les textes, mais qui doit désormais se traduire par des avancées concrètes sur la scène internationale. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Dr Ahmed Lessinos, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, merci d'avoir accepté d'abord notre invitation. C'est mon plaisir. Alors, dans le sujet qu'on a diffusé il y a quelques instants, qu'on n'a pas malheureusement pu l'écouter pour des raisons techniques, l'Union africaine siège désormais de plein droit au G20. Quel impact très concret ce nouveau statut a-t-il en vue de la préparation de cette 81e réunion Assemblée des Nations Unies? Ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est que l'Afrique, pour la première fois, va avoir disons, un voix sur la plateforme internationale. L'Afrique, qu'on savait dans les années 60 et 70, c'est très différent de l'Afrique qu'on a aujourd'hui. C'était un peu bizarre que l'Afrique, avec 1,5 milliard de personnes, n'était pas représentée dans des forums pareils. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mal de défis lors de cette présentation. Donc là, on a la présentation, c'est un pas énorme en avant, mais la question, comment on va l'utiliser? Justement, je vous renvoie cette question, comment on va l'utiliser? Pour commencer avec, comment on ne doit pas l'utiliser. Donc en Afrique, on a presque 55 pays, et si jamais les 55 pays vont rentrer dans ce forum avec chaque pays avec son propre agenda, je pense que ça va être énormément difficile de communiquer ou même d'atteindre n'importe quel résultat pour 55 agendas différents. Je pense que la solution va être que ces pays doivent se réunir, peut-être dans le forum d'Union africaine ou autre, pour se représenter comme une seule voix qui parle de l'Afrique, avec les priorités qui sont communes en Afrique aujourd'hui. Parce que l'Afrique aujourd'hui est si on regarde les chiffres, tout simplement, l'Afrique a presque 25% de la population du monde, entre 20 et 25. Mais malheureusement, on n'a plus que 2,3 ou quelque chose comme ça de GDP mondial. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tout simplement l'Afrique a un énorme trajet d'évolution et de développement à y être ou à parcourir. Et là, c'est un peu une deuxième fois. Si on va rentrer avec 55 agendas, ça va être pratiquement impossible de gérer la position de l'Afrique. Mais pourquoi le continent africain a besoin d'une voix pour 55 pays, alors que l'Amérique latine, l'Europe ou l'Asie n'ont pas besoin d'une voix pour représenter le continent? C'est pas question de combien de voix, mais la question c'est un peu plus, c'est quoi les priorités à présenter? Ça peut être présenté par une, deux ou trois voix, ça change pas grand-chose. Mais ça peut pas être 55, c'est ça l'idée. Donc l'Afrique, pratiquement tous les économiques africains subissent un poids trop lourd qui n'est pas gérable des dettes internationales. Et là, on voit que ça devient de plus en plus un obstacle pour le développement de l'Afrique. Donc le système monétaire international doit être révisé, changé et adapté pour que le continent ou les pays en Afrique, disons, ont une chance, seulement une chance, pour gérer leur développement. Si on va continuer dans la situation pareille où on est aujourd'hui, ça va être énormément difficile d'avancer, qui va avoir des répercussions normalement, notamment sur le reste du monde. On voit que
un des défis, le plus grand défi vraiment, c'est celui des dettes. On a aussi le défi de climat. Donc, l'Afrique est en train de souffrir à cause des changements climatiques qu'on est tous en train de subir, mais vraiment, ce n'était pas la contribution de l'Afrique dans ce problème est vraiment minime, parce que par définition, ces problèmes viennent des pays industriels. Donc notamment la Chine, l'Europe et le nord de l'Afrique. Sans compter qu'il y a eu énormément de promesses lors des différentes COP, depuis la COP de Paris en 2021 jusqu'à la dernière. Il y a eu énormément de promesses qui ont été faites par les pays développés envers l'Afrique qui n'ont jamais été tenues finalement. Absolument. Donc, même si on se rappelle tous du COP26 qui a été prolongé exceptionnellement pour qu'on puisse atteindre, disons, une position jointe entre l'Afrique et le reste du monde. Mais malheureusement, ça reste un peu des paroles, ça reste du noir sur blanc, mais sans aucune exécution. Ça ne peut pas aider la situation de l'Afrique aujourd'hui. Donc ça, c'est un axe très très important. Et aussi, si on regarde plus ou moins, la plupart, disons 90% des économies africaines, sont des fournisseurs de matières premières. Donc là, ce qui doit changer, c'est que cette position change, que l'Afrique devient plus ou moins une zone industrielle ou disons semi-industrielle, ça veut dire au moins, c'est pas seulement des matières premières qu'elle est en train de fournir pour qu'ils se fabriquent dans d'autres pays un peu partout dans le monde, mais qu'il y a une valeur ajoutée assez importante qui se passe en Afrique. Lorsque j'étais PDG d'un des pays au nord de l'Afrique pour une société multinationale, je leur disais toujours, et en train d'essayer de vendre des produits qui ont été préparés par un travailleur qui coûte presque 15 € par heure pour quelqu'un qui touche 15 € par mois. Et ça devient pratiquement impossible dans la plupart des cas. Donc ça doit changer. L'Afrique doit changer leur position ou leur approche stratégique, si vous voulez, de où est-ce qu'il est aujourd'hui. Ce sont des économies qui dépendent beaucoup sur l'aide, que ce soit vraiment des économies qui peuvent contribuer à l'industrialisation mondiale et la production, donc d'ajouter des valeurs, qui veut dire que ces pays vont avoir beaucoup plus de travail pour leurs jeunes, parce que c'est un continent assez jeune, et qui peuvent avoir une indépendance, et que ça va réduire pas mal de tensions et les guerres qu'on a presque partout, surtout dans l'Afrique sud-saharienne. Alors, vous le savez, nous avons un monde qui vieillit de plus en plus. C'est-à-dire que les grandes puissances mondiales vieillissent à une vitesse plus rapide qu'ils ne l'attendaient. Le continent européen, on le sait, a mal géré son taux de croissance. Les États-Unis, c'est la même chose. La Chine, avec sa politique de restriction d'un enfant par couple, va se voir obligée d'avoir à un moment donné un gap, si je peux me le permettre, au niveau économique. Est-ce que c'est pour cela que ces grandes puissances sont en train de repenser leur stratégie économique, notamment la Chine, je pense à la Chine principalement, et elles commencent à investir en Afrique au vu d'un avenir plus jeune dans le continent africain? Les trois cas sont un peu différents. Donc si on prend l'Europe, c'est 100% le cas. Parce que maintenant, l'Europe est en train de vraiment souffrir, économiquement parlé. Ce n'est plus faisable pour n'importe quelle société de produire n'importe quoi en Europe. Pratiquement toutes les industries lourdes, surtout, européennes, sont parties ailleurs
la plupart sont partis en Chine. Donc l'Europe a un problème assez sérieux et ils doivent agir le plus rapidement possible. La Chine, oui, ils sont en train de souffrir des résultats de leur politique qui est très juste, qui était très juste lorsque ça a été mis en place, mais aujourd'hui c'est un peu différent, donc ils sont en train de revisiter ça. Mais je pense avec le nombre de citoyens en Chine, ça ne va pas être un problème dans les, je pense, le 30 à 50 ans qui viennent. L'Amérique, c'est un peu différent. L'Amérique, surtout avec la politique économique que l'Amérique est en train d'utiliser aujourd'hui, il essaye de repartiller les travaux qui étaient faits chez eux, qui sont partis ou en Chine, ou en Mexique, ou ailleurs. Il essaye de les rapporter en Amérique. Et ça dépend de comment ils vont gérer ça vis-à-vis les ressources humaines qu'ils ont besoin. Parce qu'une autre fois, on ne peut pas regarder les ressources humaines africaines ou la population africaine que sont ce qu'on appelle des travailleurs. Okay? Et là, ça retourne une deuxième fois à ce que l'Afrique peut bénéficier d'y être partie de G20. Notamment, une des choses qu'ils doivent vraiment travailler dessous, c'est l'éducation. Parce que l'idée va être au lieu d'avoir des manœuvres seulement, non, c'est d'avoir des professionnels qui peuvent ajouter du valeur, qui peuvent faire du transfert de technologie et de savoir-faire quand ils retournent à leur pays. Et là, ça va rouler un peu. Malheureusement, l'Afrique n'était pas, disons, traitée d'une façon juste. Si on voit un des pays sans les nommer, en Afrique est la plus grande producteur du monde d'or, et on voit leur stock d'or, il y a presque, si je ne me trompe pas, ils ont 10 ou 12 tonnes d'or. Et si on voit un autre pays qui colonisait à l'époque ce pays, qui n'a aucune mine d'or, ils sont dans les 80, si je ne me trompe pas, tonnes d'or. Donc on voit que la richesse a vraiment été transformée de l'Afrique dans d'autres pays, mais ça c'est derrière nous aujourd'hui. C'est l'histoire, c'est de l'histoire. Donc la question c'est le futur. Comment on va gérer le futur. Leur participation ou leur intégration dans le G20, n'est-ce pas déjà un grand pas qui prouve que l'histoire est vraiment derrière nous? Tout à fait, mais ça dépend encore, parce que la participation elle-même et toute seule ne veut pas vraiment dire grand chose. C'est un pas en avant, aucun doute. Mais si cette participation ne va pas être transformée en action, en des changements dans le système mondial où on vit aujourd'hui, ça va être une représentation, disons, pour la forme. Mais, et ça, honnêtement, je pense que ça dépend beaucoup comment les pays africains vont gérer leur participation. L'Europe l'ont fait il y a des siècles avant nous, c'est-à-dire que personne n'aurait pu s'imaginer que l'Angleterre et la France et l'Allemagne deviennent alliés. Aujourd'hui, tout est possible. Comment l'Afrique pourrait-elle gérer justement ces 55 pays? Parce qu'ils sont différents, culturellement parlé, du point de vue économique également, ils sont différents. En avancée technologique, en éducation, ils sont différents. Comment pouvons-nous arriver à en faire une force, cette différence, et non un obstacle? C'est un focus, c'est de trouver les problèmes communs. Une deuxième fois, comme vous venez de dire, si c'était une question de 55 pays, 55 agendas, une pour chaque pays, ça ne va rien aboutir à fin de compte. Mais si
on arrange d'une façon ou autre, disons, des comités ou des représentations d'une façon ou l'autre. Et là, on peut se focaliser, par exemple, sur l'histoire des dettes et de financement, parce que ça, c'est vraiment critique et c'est un grand obstacle vis-à-vis du développement de l'Afrique, sur la santé et comment on peut gérer la santé. On a entendu parler de SIDA qui est venu, ça a commencé en Afrique. Oui, suite au retrait des États-Unis. Et puis on a l'Ebola. Puis on a donc vraiment la gestion d'architecture médicale de l'Afrique, c'est essentiel, parce que avoir 1,5 milliard de citoyens qui sont malades, ça n'aide à personne. Et on a bien appris lors du cas du Covid en 2020 que les maladies ne connaissent pas les frontières politiques. Ça traverse un peu partout dans le monde. Donc c'est dans l'intérêt, dans le monde, de la planète complète, que ça soit bien géré en Afrique, qu'aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le cas vraiment. Et puis, on a l'histoire du climat, parce que la sécheresse en Afrique, c'est un problème énorme. Et là, je pense que si on va définir 4 ou 5 priorités pour le continent, et puis ça peut être présenté, à être discuté en espérant de prendre des décisions qui vont se matérialiser sur le terrain vraiment. Et là, je pense que ça veut dire, la représentation de l'Afrique, ça veut dire une grande chose. Ça va être un grand changement. Au cours de cette dernière décennie, on commence à voir des sommets Russie-Afrique, Japon-Afrique, Chine-Afrique, qu'on n'avait jamais entendu parler auparavant. L'Europe s'est toujours intéressée à l'Afrique par sa colonisation, les États-Unis la même chose, mais c'est vrai que nous avons de nouveaux acteurs dans la région. Est-ce qu'on peut les percevoir comme de nouveaux alliés qui pourraient justement aider l'Afrique dans son développement et lutter contre cette dette et développer cette infrastructure médicale en Afrique, ou est-ce que c'est un nouveau genre de colonisation? Malheureusement, moi, personnellement, comme une opinion personnelle, je pense que c'est un peu plus de la deuxième que la première, parce que il n'y a pas vraiment, dans les relations internationales, ce sont des bénéfices. Donc, et là, que si l'Afrique comme continent va se présenter comme on a un peu d'aide, aidez-nous, peut-être ils vont recevoir un peu d'aide, mais contre ça, je pense qu'il va être sous la table un prix assez cher pour payer. Donc là, je pense que le plus grand défi de l'Afrique, c'est comment elle peut se représenter, qu'elle peut ajouter du valeur. Et automatiquement, ça peut venir, l'aide va venir automatiquement, mais c'est pas à l'envers, c'est pas aidez-nous. On a par exemple la Chine qui est en train de pénétrer l'Afrique très agressivement, mais ils sont en train de contrôler l'économie des pays qui sont en train de rentrer dans des projets ensemble. Donc là, ça devient un peu un autre défi. Pourtant, dans l'économie, on a aussi la stratégie win-win, gagnant-gagnant. C'est comme ça que ça doit être. Mais là, je pense que la façon avec laquelle il a appelé le win-win, qu'il gagne deux fois. C'est moi qui va win, et puis moi, je vais faire un autre win aussi. Et c'est pas ça l'objectif, ou ce qu'on peut faire. Donc, je pense que aussi, ne pas avoir une position fixe, ne pas avoir une agenda qui est partagée par ou dans chacun de ces forums, ça fait les choses qui deviennent de plus en plus difficiles.
S'il y a toujours un agenda spécifique qui est présenté dans tous les forums, donc je pense qu'on va avoir une synergie, on va être capable d'avancer. Mais jusqu'à maintenant, c'était un peu la Chine avec quelques pays, puis la Russie avec d'autres pays, et chacun gère son propre agenda, qui n'est pas vraiment la façon pour gérer le continent comme une seule voie. Justement, et ça marque encore plus les frontières entre les différents groupes africains. Absolument, parce que si, par exemple, et ça, ce que je crains vraiment, que l'Afrique devienne de plus en plus de ce qu'on appelle une guerre en proxy. Ça veut dire que la guerre ne doit pas être une guerre physique, mais ça peut être bien une guerre économique. Donc, si jamais on va voir que il y a des intérêts pour, disons, je ne sais pas, la Chine, et qui sont contradictoires avec des autres intérêts qui viennent de la Russie, par exemple, là, on va avoir des problèmes assez sérieux entre les pays eux-mêmes. Et ça, plus ou moins, on va retourner au temps du guerre froide entre l'Union soviétique et l'Amérique, mais avec d'autres joueurs, si vous voulez. Est-ce que le champ de bataille ne va pas se déplacer également du Moyen-Orient vers l'Afrique? On espère que non. Si vous parlez des batailles qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est un peu... C'est à peu près le même schéma. Ça peut être, mais l'Afrique n'a pas exactement les mêmes moyens comme le pétrole, comme dans la région du Golfe, parce que lorsque l'Afrique est assez riche dans pas mal de ressources naturelles, mais ils n'ont rien qui va affecter demain matin combien le citoyen américain est en train de payer sur le pompe d'essence. L'Afrique n'a pas ces genres de produits, alors que, bien sûr, le Golfe a ces genres de produits. Quand même, il y a pas mal de pétrole en Afrique, surtout le Nigeria, par exemple, et c'est un des pays les plus grands producteurs du pétrole en Afrique. Mais malheureusement, on trouve aussi que on a, disons, comment dire ça d'une façon un peu diplomatique, les biens de ces pays ne sont pas toujours cascadés au peuple. Donc, comment arrêter les pratiques, comment arrêter ce qui se disent dans pas mal des pays africains, qu'ils sont gérés par ceux qui se réveillent le plus tôt le matin. Donc ça reste encore un défi, et je pense que c'est à partir de la diplomatie et la démocratie qu'on peut injecter ça en Afrique. On a l'Inde qui est aussi grand que l'Afrique, mais ça reste toujours une démocratie, avec pas mal de pauvreté quand même en Inde, mais ça reste une des plus grandes démocraties du monde. Je vais retenir donc cette nécessité de diplomatie et d'une union pour pouvoir avancer en guise de conclusion pour cette édition. Docteur Ahmed Lessinensef, merci infiniment d'avoir été des nôtres ce soir pour nous parler justement de ces préparatifs à un mois du 81e Assemblée Générale des Nations Unies. Merci infiniment. Merci.